Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso pour une solution commune dans la gestion des différentes problématiques auxquelles le continent fait face. Celui qui a pris part au 35e sommet de l'Union africaine en Éthiopie estime que l'Afrique se doit de répondre efficacement à la pandémie de Covid-19. Vers la mise en place d'une nouvelle politique de gestion des postes de santé au Rwanda. Selon le ministère de la Santé, le changement de cette politique permettra aux postes de santé d'être plus opérationnels et de répondre instantanément aux besoins des populations. Et puis, controverse autour du projet de loi sur la surveillance au Botswana. Si adoptée, cette loi devrait permettre aux autorités d'intercepter les communications et d'obliger les journalistes à divulguer leurs sources. Et tout d'abord, les dirigeants africains ont condamné ce dimanche 6 février sans équivoque la récente vague de coups d'État sur le continent au deuxième et dernier jour du 35e sommet de l'Union africaine. En l'espace de 12 mois, 4 pays ont été suspendus de l'organisation: le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso. Bankole Adeoye, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a été clair: aucun coup d'État militaire, sous quelque forme que ce soit, ne sera toléré par l'organisation panafricaine. Les dirigeants ont cependant fait le choix de reporter les discussions sur l'accréditation controversée d'Israël à l'organisation panafricaine qui devait avoir lieu ce dimanche après-midi. Cette décision prise en juillet 2021 par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, divise l'organisation. Plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont indignés, estimant que ce choix va à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. L'Union africaine a choisi de ne pas afficher ces dissensions, un choix stratégique selon les analystes pour qui le contexte actuel oblige les leaders du continent à montrer un front uni. Un front uni face à l'adversité, c'est ce que prônait le président congolais Denis Sassou Nguesso à Addis Abeba. Dans le cadre du 35e sommet de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont en effet entamé un cycle de concertation bilatérale afin d'adopter une position commune concernant les nombreux défis auxquels le continent fait actuellement face. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et ivoirien Alassane Ouattara se sont notamment penchés sur la question de la gestion de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Ange Noménian. Le président congolais Denis Sassou Nguesso prend une part active aux activités du 35e sommet de l'Union africaine. Il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur la crise sécuritaire au Sahel, la crise politique en Afrique de l'Ouest, la gestion financière et les solutions face à la pandémie de Covid-19. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention et des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Abeba. Le chef de l'État congolais a surtout insisté sur la crise mondiale sanitaire et sa réponse au niveau africain. Depuis que les vaccins ont commencé à être distribués dans le monde, l'Afrique a toujours eu une part infime dans les quotas, soit 10% des vaccins distribués. Pour le président congolais Denis Sassou Nguesso, cette question mérite d'être largement traitée. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10%. Alors que le reste du monde, alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir elle aussi la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Je pense que ce sont ces questions-là qui devraient retenir principalement notre attention. Le président Denis Sassou Nguesso a multiplié les audiences tout au long de son séjour au sommet de l'Union africaine.
Outre son engagement en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso souhaite que les pays africains adoptent une position commune forte lors du prochain sommet Afrique-Europe du 17 et 18 février à Bruxelles. Également dans l'actualité, à Madagascar, le puissant cyclone Batsirai a fait 6 morts. Le cyclone a touché l'île dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février avec un vent de 165 km à l'heure et des rafales à 235 km à l'heure. Près de 48 000 personnes ont été déplacées. Si le cyclone tropical a perdu de sa puissance, des inondations restent à craindre en raison de fortes pluies, selon une annonce faite par Météo Madagascar ce dimanche. Le service météo malgache avait prévenu que des dégâts importants et généralisés étaient à craindre. Rappelons qu'au mois de janvier, Madagascar a été frappé par la tempête tropicale meurtrière Ana. Ana, qui avait aussi touché le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe, a fait une centaine de morts, dont près d'une soixantaine à Madagascar et des dizaines de milliers de sinistrés. Au Rwanda, le ministère de la Santé compte réviser la politique de gestion des postes de santé. Un processus qui, selon les responsables, devrait être achevé d'ici 2023. Cette réforme du système entend résoudre le problème de retard dans l'octroi des licences d'exploitation ainsi que le problème d'opérationnalisation des 10 postes. Les précisions de Marine Tolo. Le ministère rwandais de la Santé a annoncé son intention de modifier la politique existante sur la gestion des postes de santé. Selon l'autorité, le changement de cette politique permettra aux postes de santé d'être plus opérationnels et de répondre instantanément aux besoins des populations. Le Rwanda veut par cette vision changer le système en impliquant le secteur privé et d'autres parties prenantes. L'objectif général est d'offrir un traitement primaire et des services médicaux, y compris des services ambulatoires, curatifs, des vaccinations d'enfants et un suivi de la croissance. D'après le ministre de la Santé, la politique actuelle ne prévoit qu'une infirmière dans un poste de santé et la gestion révèle en grande partie du gouvernement. Ainsi, selon l'autorité, la nouvelle politique sur laquelle il travaille va davantage impliquer le secteur privé et d'autres parties prenantes. La grosse difficulté sera cependant d'établir une estimation du nombre de patients qu'un poste de santé pourra recevoir chaque mois, d'estimer leurs dépenses afin de pouvoir leur allouer le budget mensuel adapté. Cette vision aidera les postes de santé à planifier leur argent en conséquence, à accroître la responsabilité et à résoudre le problème du retard des fonds du régime d'assurance du Rwanda. Les entités déjà visées à cet effet sont notamment les investisseurs, les organisations religieuses, les ONG et les hommes d'affaires. Notons que le Rwanda compte un total de 1157 postes de santé, dont 588 sont gérés par le gouvernement, tandis que 569 relèvent de la catégorie des organisations non gouvernementales fournissant des services de maternité, d'ophtalmologie et de dentisterie, entre autres. Inquiétude autour du projet de loi sur la surveillance au Botswana. Le projet de loi est particulièrement décrié par les organisations médiatiques, les syndicats et les acteurs de la société civile. Et pour cause, ses principaux objectifs seront l'interception des communications, mais aussi la divulgation forcée d'informations au service du renseignement de l'État et aux forces de l'ordre. De quoi mettre en péril la liberté de la presse, notamment. Samantha Sabiro. Au Botswana, le projet de loi sur la surveillance en cours suscite des inquiétudes. Avec cette future loi, les autorités vont intercepter les communications et obliger les journalistes à divulguer leurs sources. Les organisations médiatiques du Botswana le dénoncent, expliquant que si ce projet de loi est promulgué, la liberté de la presse sera menacée, y compris les syndicats et acteurs de la société civile. Le projet de loi de surveillance au Botswana a de quoi inquiéter à plusieurs égards. Tout d'abord, il est à noter que la presse locale n'est pas encore suffisamment développée. Ce qu'on peut ajouter, c'est que cette volonté des pouvoirs publics s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire, où la presse est exposée à des problèmes financiers de manière patente, et cela s'accompagne notamment de problèmes de corruption auxquels est attentif le pouvoir en place.
Les organisations médiatiques appellent alors au retrait de ce projet de loi en attendant une intense consultation publique au préalable. La divulgation forcée d'informations aux services de renseignement étatiques et forces de l'ordre accentuera la vulnérabilité des médias, ce qui pourrait, estime-t-elle, avoir des impacts néfastes directs sur l'exercice de leurs fonctions, y compris pour les autres militants sociaux. Le Botswana est reconnu comme étant une référence en Afrique qui est plutôt stable et qu'il faille entretenir cette stabilité pour continuer à se développer et à rester une locomotive en Afrique. Ce qui peut être l'objet de la réflexion du pouvoir en place. Le Botswana occupe la 38e place mondiale sur la liberté de la presse, selon le classement 2021 de l'ONG internationale Reporters sans frontières RSF. À en croire RSF, l'exercice du journalisme au Botswana s'est amélioré. Toutefois, nuance-t-elle, les médias sont encore loin de fournir une information de service public et restent largement sous l'influence du pouvoir. Le Gabon importe de moins en moins de sucre, une tendance très marquée au cours de l'année 2021. En effet, le pays a observé une chute de 44% de ses importations de sucre l'an dernier, d'après le bilan du ministère de l'économie. Joël Ballot. Entre janvier et septembre 2021, l'activité sucrière au Gabon a enregistré un taux de 44% à titre d'importation, ce qui représente sur les 9 mois 4134 tonnes contre 7371 tonnes en glissement annuel. Selon des observateurs, cette décroissance serait la résultante de la constitution d'importants stocks sur le plan national et du principe d'autosuffisance en sucre du Gabon. L'État gabonais a offert des hectares de terre à la SUCAF dans le but d'atteindre l'autosuffisance pour ce qui est du sucre. C'est cette ambition qui laisse penser que la baisse de l'importation de cet aliment traduirait une atteinte des objectifs. En réalité, cette baisse s'explique par plusieurs raisons. Parmi elles, il y a un certain nombre de décisions prises par la Banque centrale qui concernent les taux d'échange et qui rendent difficile l'accès aux devises nécessaires pour acheter le sucre à l'extérieur. Sur le plan commercial, la Covid-19 a freiné les ventes de sucre qui se sont contractées à 1,5%. Ainsi, le chiffre d'affaires a baissé de 1,9% pour se situer à 15,9 milliards de francs CFA. L'usine de SUCAF a connu un certain nombre de difficultés, notamment l'arrêt de la transformation en raison d'un certain nombre de travaux. Et la SUCAF a aussi connu des difficultés à acheminer cet aliment, qu'il s'agisse de la voie ferrée ou par la terre. Pour devenir plus indépendant dans ce secteur, l'État du Gabon a attribué en 2020 à la sucrerie africaine du Gabon 8 751 hectares de terrain. Une surface devant permettre de multiplier la production de la canne à sucre dans le pays afin de satisfaire non seulement la demande locale, mais aussi accroître l'exportation des produits dérivés. Direction le Cameroun voisin à la découverte de l'entreprise Sotrabus. Lancée en 2015 par Albert Concoux, l'usine de fabrication locale de bus et d'autocars est devenue le fournisseur d'une trentaine de compagnies de transport en commun. C'est aussi la première structure de ce type en Afrique centrale. Narcisse Oum. La société de transport de bus Sotrabus est la toute première unité d'assemblage et de montage de véhicules en Afrique centrale. Elle est spécialisée dans la construction des bus de transport allant de 35 à 75 et 80 places. Située dans la zone portière de Douala, la capitale économique camerounaise, elle fabrique elle-même le squelette et la carrosserie de ses voitures à partir des barres de fer locales et des tôles en acier galvanisées. Le promoteur de Sotrabus explique l'idée derrière la création de cette entreprise. Au Cameroun, vous allez constater que presque tous les bus sont importés de l'Europe. Et les bus qui sont fabriqués en Europe ne représentent pas, non pas les normes requises sur nos routes africaines. Alors, ce qui veut dire, relativement, on a beaucoup de problèmes requis avec les bus qui viennent de l'Europe. C'est pourquoi donc j'ai dit, voilà, il faut fabriquer des bus qui doivent répondre dans les normes ici au Cameroun. Albert Mbaffé est ingénieur mécanique diplômé de l'école polytechnique de Yaoundé. Au début des années 2000, il commence à travailler dans le domaine du transport. Ambitieux et animé par le goût du challenge, il crée Sotrabus.
Les bus fabriqués par Sotrabus sont commercialisés sous la marque Bus Michael. Ils sont utilisés par plusieurs agences de transport interurbain au Cameroun, en l'instar de Danaï Voyage. Je suis là pour contrôler les travaux sur mon bus. Par exemple, ailleurs, tu ne peux pas contrôler les travaux sur ton bus. Ici, je peux décider, la pièce qui ne m'intéresse pas, changer, faites ceci. Bon, par contre, ailleurs, tu ne peux pas, parce qu'il faut payer un billet d'avion pour aller voir, et tu ne peux pas dire que je ne veux pas ceci, etc., etc. À ce jour, Sotrabus a déjà fabriqué et vendu près de 300 bus au Cameroun. Elle produit 9 à 10 bus par mois et emploie également plus de 250 personnes de nationalité camerounaise. Cependant, malgré les résultats encourageants, Sotrabus a été oublié pendant cette 33e édition de la CAN pour le transport des délégations. Une occasion manquée pour valoriser le Made in Cameroun, selon son directeur administratif. Dans l'actualité sportive, le Sénégal de Sadio Mané, champion d'Afrique. Les Lions de la Teranga remportent la toute première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire face à l'Égypte après une rencontre éprouvante qui les a menés jusqu'au tir au but. 3 ans après l'échec en finale au Caire, le Sénégal peut aujourd'hui savourer cette victoire obtenue ce dimanche 6 février au stade d'Olembe de Yaoundé au Cameroun. Je vous propose d'écouter la réaction de l'ancien lion indomptable du Cameroun, Jean-Jacques Missé-Missé. Oui, la victoire du Sénégal est méritée parce qu'on sait comment l'Égypte joue. L'Égypte a toujours joué, c'est une équipe bien organisée défensivement. Et puis ils essayent de jouer en contre-attaque, mais le Sénégal ne les a pas laissés produire leur jeu. Les quelques occasions qu'ils ont eues. Bon, c'est vrai, Mendy était dans les buts, ils n'ont pas pu marquer. Mais le Sénégal a produit du jeu et c'est mérité qu'il gagne, même si c'est au tir de pénalty, mais c'est mérité. Bien sûr, c'est un leader, c'est-à-dire que je pense qu'un autre joueur aurait refusé de tirer peut-être le pénalty et en plus il prend le pénalty décisif. Et là, il a montré qu'il est leader, il a raté le pénalty à la 7e minute, c'est lui qui a commencé à encourager ses partenaires, dont on a vu les actions qu'il a menées, il a combattu tout le match. Non, c'est mérité. C'est le leader de cette équipe du Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.